Dans l'immense théâtre du monde antique, bien avant l'année 333 avant notre ère, le paysage politique et militaire de la Méditerranée était marqué par un affrontement de cultures destiné à redéfinir le destin de peuples entiers. Pendant des siècles, l'Empire perse s'était imposé comme la plus grande puissance de la Terre, étendant ses frontières de la vallée de l'Indus jusqu'aux côtes de la mer Égée, gouvernant grâce à un système mêlant richesse colossale, routes commerciales florissantes et une administration raffinée. Face à ce colosse se trouvaient les Grecs, fragmentés en dizaines de cités-États, perpétuellement rivales, mais capables, lorsqu'une menace extérieure se dressait, de s'unir en une force presque impossible à contenir. Depuis les guerres médiques, menées entre 490 et 479 avant notre ère, ce conflit entre Orient et Occident avait laissé des blessures impossibles à cicatriser. La victoire grecque à Marathon, le sacrifice héroïque aux Thermopyles et la résistance acharnée à Salamine avaient prouvé que le nombre, la richesse et l'immensité d'un empire ne suffisaient pas toujours. Désormais, plus d'un siècle plus tard, ces rivalités étaient prêtes à renaître avec une intensité accrue, guidées par la main d'un jeune Macédonien qui osait rêver plus grand que tous ses prédécesseurs. Le début du siècle IV avant notre ère fut une époque de transition. Après la guerre du Péloponnèse, Athènes s'était affaiblie, Sparte avait perdu sa suprématie et Thèbes s'était brièvement imposée comme puissance régionale. Ce vide de leadership ouvrit la voie au royaume de Macédoine, longtemps considéré comme barbare par les Grecs du Sud, mais qui, sous la vision stratégique de Philippe II, modernisa son armée et introduisit des tactiques révolutionnaires, notamment la célèbre phalange macédonienne, avec ses lances interminables transformant de simples soldats en murailles vivantes. Tandis que les cités grecques s'enlisaient dans les intrigues, Philippe parvint à unifier la Grèce sous la Ligue de Corinthe et à projeter un rêve audacieux, envahir l'Empire perse, venger les anciennes agressions et porter l'influence grecque bien au-delà de l'Égée. De cette fragile unification, obtenue davantage par le respect inspiré par la puissance macédonienne que par une réelle harmonie, naquit une ligne de tension reliant l'Europe à l'Asie. Les Grecs percevaient l'Orient comme un monde d'opulence et d'excès, de luxe et de décadence. Les Perses, de leur côté, considéraient les Grecs comme des peuples turbulents et indisciplinés, incapables de reconnaître la grandeur d'un empire stable. C'est dans ce contexte instable qu'apparut Alexandre, fils de Philippe, héritier d'un royaume solidement entraîné et d'une armée forgée pour l'impossible. La guerre à venir dépasserait une simple lutte de territoire. Elle allait devenir un duel de stratégie, de culture et d'idéaux. L'Asie mineure, également connue sous le nom d'Anatolie, devint le point de contact inévitable. Région stratégique, elle abritait de nombreuses cités grecques sous domination perse, des ports essentiels et des routes menant directement au cœur de l'Empire. Alexandre savait que, pour bâtir un projet durable, il devait affronter la plus grande puissance du monde sur son propre territoire. La rencontre entre le jeune roi audacieux et le souverain perse, Darius III, confiant dans l'immensité de ses armées, devenait inévitable. Déjà avant l'affrontement, la tension se faisait sentir dans chaque port, chaque cité conquise, chaque garnison soumise. La bataille du Granique et les manœuvres dans la région servirent de prélude au grand choc qui allait bouleverser l'histoire. Tout convergeait vers une bataille appelée à devenir un symbole, Issos. Avant même que les lances ne se croisent, les intentions étaient limpides. Alexandre refusait de se contenter de petites victoires et n'hésiterait pas devant la masse de l'armée ennemie. Darius, de son côté, ne pouvait tolérer qu'un envahisseur étranger défie son autorité sans châtiment. Les vents de l'histoire soufflèrent déjà, et les terres étroites entre mer et montagne, dans la région d'Issos, allèrent devenir le théâtre d'un affrontement entre deux mondes. Voilà le contexte du monde antique. Un échiquier d'empires et d'ambitions, prêt à s'embraser sous l'impulsion d'un seul homme, décidé à changer à jamais le cours du destin. Au cœur de la Macédoine, au milieu du siècle IV avant notre ère, naquit l'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire humaine, Alexandre. Fils du roi Philippe II et de la reine Olympias, il grandit dans un univers où politique, guerre et culture s'entremêlaient à chaque instant. Très tôt, le jeune prince fut plongé dans un royaume en pleine mutation, passant du statut de terre marginale aux yeux des Grecs classiques à celui de puissance militaire disciplinée et ambitieuse. Son éducation visait à en faire non seulement un guerrier, mais un chef capable d'inspirer et de conduire des hommes
face aux épreuves les plus terribles. Olympias, mère au tempérament ardent et aux convictions mystiques, lui inculqua l'idée que son destin était grandiose, presque divin. Philippe, quant à lui, lui transmit un modèle vivant de stratégie, de diplomatie et de conquête. Alexandre grandit donc avec la conviction que sa vie dépasserait son existence individuelle. Sa formation intellectuelle fut soigneusement organisée par Philippe, qui fit venir l'un des plus grands philosophes de tous les temps, Aristote. Sous sa tutelle, Alexandre s'immergea dans la philosophie, la littérature et les sciences. Il apprit à admirer l'Iliade d'Homère et à rêver d'exploits dignes d'Achille. L'enseignement ne se limita pas à la théorie. Aristote l'initia à l'observation critique du monde, à la compréhension des cultures étrangères et à la réflexion d'un homme d'État. Grâce à cet apprentissage, Alexandre considéra la guerre non pas seulement comme un acte de violence, mais comme un instrument pour bâtir un empire et diffuser des idées. Cette union de la force et du savoir marqua à jamais sa manière de gouverner. Outre l'esprit, Alexandre forgea son corps et son habileté militaire dès sa jeunesse. Il participa à des chasses, à des exercices d'endurance et à des entraînements qui le préparaient au champ de bataille. Intrépide à cheval, audacieux dans les terrains les plus périlleux, il recherchait sans cesse les épreuves capables de repousser ses limites. Un épisode marquant de sa jeunesse fut la maîtrise de Bucéphale, un cheval indomptable que nul ne parvenait à dompter. Ayant compris que l'animal s'effrayait de sa propre ombre, Alexandre le tourna vers le soleil et prit les rênes avec un calme impressionnant. Dès lors, Bucéphale devint son compagnon fidèle, et cet épisode fut interprété comme le signe que le jeune prince possédait un don particulier pour résoudre l'impossible. Cette formation intellectuelle raffinée et cette expérience pratique forgèrent une personnalité marquée par l'ambition, la confiance en soi et un charisme hors du commun. Alexandre ne se contenta pas d'étudier le monde, il se prépara à le conquérir. Dès l'adolescence, il accompagna son père lors de campagnes militaires, observant de près la politique complexe entre les cités grecques. Il fut témoin de trahisons, d'alliances fragiles et de décisions stratégiques lourdes de conséquences, absorbant ses leçons comme on apprend les règles d'un jeu qu'il allait plus tard maîtriser mieux que quiconque. Quand Philippe fut assassiné, Alexandre n'avait guère plus de 20 ans, mais il était déjà prêt à monter sur le trône. Il hérita d'une armée disciplinée, d'un projet ambitieux d'expansion contre la Perse, et surtout de la conviction que son nom serait gravé parmi les plus grands de l'humanité. Le jeune roi ne se contenta pas d'être héritier. Il insuffla à son royaume un esprit nouveau, fait de courage inébranlable et d'audace illimitée. Pour Alexandre, la vie représentait une chance unique de transformer le monde. Son éducation avait nourri en lui le désir de franchir toutes les frontières, d'unir des peuples et de bâtir quelque chose de plus grand que tout ce qui avait été rêvé avant lui. Avec cette détermination, il choisit d'affronter le plus vaste empire que la Terre ait connu. Ainsi, la confrontation entre Alexandre et Darius III devenait inéluctable, et les événements qui allaient mener à Issos prenaient déjà forme dans l'esprit du jeune conquérant. Alors qu'Alexandre grandissait dans un univers de discipline et d'ambition, à l'autre extrémité du monde connu, le vaste empire perse était dirigé par un souverain dont le pouvoir semblait incontesté. Darius III monta sur le trône à une époque où la Perse n'était déjà plus l'invincible puissance qu'elle avait été sous Cyrus et Darius Ier. Bien que demeurant un empire colossal, s'étendant des régions proches de l'Inde jusqu'à l'Égypte et l'Anatolie, la machine administrative perse montrait des signes évidents d'usure interne. Les gouverneurs locaux, appelés satrapes, détenaient souvent un pouvoir quasi indépendant, et les distances immenses compliquaient le contrôle effectif des provinces. Ainsi se dessinait un empire riche et peuplé, mais moins cohérent qu'il n'y paraissait aux yeux de ses adversaires. Darius III était un homme de haute stature et d'apparence imposante, mais son accession au trône ne résulta pas de sa personnalité ni de conquêtes militaires personnelles. Il avait été placé au pouvoir par une conspiration de palais après la chute de l'usurpateur Bessos. Et bien qu'il possédât du courage, il manquait de la génie stratégique et de la détermination qui caractériserait son rival macédonien. En héritant du trône, il trouva un empire dont l'autorité centrale était menacée non par des ennemis extérieurs, mais par les tensions internes de ses provinces. Pourtant, il s'appuyait sur la masse de ses ressources. Des centaines de milliers de soldats, une économie abondante en richesses et un système de communication capable de mobiliser rapidement les forces aux quatre coins de l'Empire. Confiance naturelle
pour qui régnait sur le plus vaste empire du monde. Cependant, derrière cette grandeur se cachaient des faiblesses corrosives. La diversité culturelle, autrefois une force, compliquait désormais l'unité en temps de crise. La tradition perse de déléguer de larges pouvoirs aux satrapes ralentissait les décisions, et de nombreuses campagnes militaires se perdaient dans les conflits d'intérêts régionaux. De plus, l'armée perse s'était habituée aux guerres de nombre. Ses troupes, immenses et hétérogènes, manquaient souvent de la discipline homogène et du perfectionnement tactique des forces macédoniennes, plus réduites mais entraînées. Cette confiance excessive dans la quantité allait s'avérer fatale lors de la bataille imminente. Darius ne restait pourtant pas inactif devant la menace. Informé de l'invasion macédonienne, il mobilisa ses forces pour écraser l'ennemi et rappeler au monde qu'aucune puissance ne pouvait défier la Perse. Pour lui, Alexandre n'était qu'un jeune prince téméraire, peut-être talentueux, mais sans expérience dans l'art d'une guerre à grande échelle. La logique perse était simple, attirer l'ennemi, l'encercler et l'anéantir grâce à la supériorité numérique. Il croyait qu'un seul affrontement suffirait pour briser l'audace macédonienne. Cette confiance aveugle allait être mise à l'épreuve à Issos, car si Darius disposait d'un empire, Alexandre possédait ce qu'aucune carte ne pouvait mesurer: une discipline de fer, une rapidité foudroyante et un esprit capable de transformer chaque terrain en avantage. Le pouvoir perse semblait alors inébranlable, mais l'histoire allait prouver qu'un génie stratégique pouvait faire vaciller le plus vaste des empires. Avec la mort de Philippe II et l'ascension d'Alexandre sur le trône, la Macédoine hérita non seulement d'une armée aguerrie, mais aussi d'un projet ambitieux, l'invasion de l'Empire perse. Alexandre, encore très jeune, comprit qu'il devait d'abord consolider son autorité avant de traverser la mer Égée. À peine couronné, il réprima les révoltes des peuples grecs tentant d'échapper au joug macédonien et affermit l'autorité de la Ligue de Corinthe. Une fois l'unité assurée, son regard se tourna vers l'Orient. Le plan était audacieux et risqué: franchir en Asie mineure avec une armée relativement modeste et affronter la plus redoutable puissance du monde. Beaucoup prédisaient un désastre, mais Alexandre voyait dans la Perse l'occasion de graver son nom dans l'éternité. Le premier défi fut la traversée vers l'Asie en l'an 334 avant notre ère. Il emmena environ 40 000 hommes, une force minuscule comparée aux Perses, mais d'une loyauté et discipline exemplaires. Sitôt débarqué, il dut affronter un contingent perse sur les rives du Granique. Cette bataille, apparemment secondaire, fut le premier grand test de sa génialité militaire. Malgré les difficultés du terrain et la résistance initiale, Alexandre remporta une victoire décisive qui ouvrit les portes de l'Asie mineure. Cette réussite montra au monde qu'il n'était pas un simple aventurier, mais un stratège clairvoyant et audacieux. Psychologiquement, l'effet fut colossal. De nombreuses cités grecques, jusque-là soumises aux Perses, se rendirent sans combattre, reconnaissant en lui un libérateur. Après le Granique, Alexandre avança méthodiquement le long des cités côtières d'Asie mineure, les libérant du joug perse tout en les intégrant à l'autorité macédonienne. Il savait qu'il devait sécuriser ses lignes de ravitaillement et établir des bases solides avant d'affronter le cœur du pouvoir perse. Cette phase se distingua autant par la diplomatie que par la force. Dans chaque cité, il respectait coutumes et traditions, se présentant non comme un destructeur, mais comme un porteur d'un nouvel ordre. Cette attitude facilita les alliances et accéléra la diffusion de son influence. Pendant qu'Alexandre progressait, Darius III comprit qu'il ne pouvait plus ignorer le danger. Il rassembla une armée gigantesque, convoquant des contingents de tout l'Empire. Alexandre, conscient de ses préparatifs, maintint son initiative et choisit ses terrains de bataille. Tout indiquait qu'un affrontement était proche. Le lieu se révéla être la région d'Issos, où les forces des deux monarques se rencontrèrent d'une façon inattendue. L'armée perse espérait étouffer l'ennemi par le nombre, mais ce qui allait suivre démontrerait que la véritable guerre se gagnait par la ruse et le courage. Au fil de sa marche, Alexandre gagnait plus que des territoires. Il bâtissait une réputation. Ses soldats le considéraient désormais comme un chef invincible, destiné aux exploits. Ce prestige devint l'un des atouts majeurs des Macédoniens. Lui-même combattait en première ligne, créant un lien de respect et de fidélité que nul adversaire ne pouvait égaler. Lorsqu'il atteignit les terres de Syrie, la tension était déjà à son comble. Les deux armées étaient vouées à s'affronter, et l'instant qui allait définir l'avenir de la région approchait inexorablement.
Après la victoire sur le fleuve Granique et la campagne éclair à travers les cités d'Asie mineure, Alexandre consolida son contrôle sur la région côtière et marcha vers le sud, en direction de la Syrie, avançant tel un orage calculé que nul ne pouvait arrêter. Tandis que ses troupes progressaient, il établissait des garnisons, confiait des territoires à des commandants fiables et organisait des lignes de ravitaillement pour que son armée ne manque jamais ni de nourriture ni de renfort. Cette discipline et ce sens de la logistique constituaient le secret permettant de maintenir en parfaite condition un contingent relativement réduit, même loin de sa patrie. Durant ces mouvements, des nouvelles se répandirent. Darius III avait mobilisé l'une des plus vastes armées que le monde eût jamais connues, rassemblant des soldats venus de toutes les régions de l'Empire et marchant pour l'affronter personnellement. La rencontre devenait inévitable. Deux mondes avançaient l'un contre l'autre jusqu'à l'inévitable collision. L'approche de Darius était au départ stratégique. Son intention était de couper les lignes de ravitaillement d'Alexandre et de l'obliger à combattre dans une situation défavorable. Pourtant, les mouvements des deux armées provoquèrent un dénouement inattendu. Cherchant à atteindre les côtes méditerranéennes pour bloquer l'arrière de son adversaire, Darius se retrouva par erreur derrière les forces macédoniennes. Alexandre, saisissant l'occasion, fit pivoter son armée vers le nord et força une confrontation directe près de la petite cité d'Issos. La configuration géographique était singulière, un couloir étroit entre la mer et les montagnes, un lieu où la supériorité numérique des Perses serait sévèrement limitée. C'était le terrain idéal pour Alexandre, qui savait transformer chaque désavantage apparent en triomphe. Lorsque les deux armées s'aperçurent, le contraste était saisissant. L'armée perse, gigantesque, formait une ligne qui semblait sans fin. Hommes venus de tous les horizons, archers de Babylone, cavaliers de Médie, infanterie de Perse, chaque contingent parlant sa langue, portant ses armes et ses traditions. Darius, confiant, se plaça au centre entouré de sa garde personnelle, persuadé que le nombre suffirait à écraser l'ennemi. En face, Alexandre commandait un contingent réduit mais parfaitement uni et entraîné. Ces hommes savaient exactement où se tenir, comment se déplacer et surtout faisaient des confiances au jugement de leur chef, qui marchait toujours en première ligne, partageant le sort de ses soldats. La tension était telle que chaque pas résonnait comme un écho du destin. La nuit précédant la bataille fut marquée par des stratégies discutées à la lumière des torches, par des déploiements réfléchis et par un silence lourd, annonçant le fracas à venir. Alexandre savait qu'il devait utiliser le terrain comme une arme et qu'il ne pouvait donner à Darius le temps d'étendre ses lignes. À l'aube, il réunit ses commandants et leur exposa le plan qui allait changer le cours de l'histoire. Issos deviendrait le lieu où le jeune roi audacieux et déterminé affronterait pour la première fois le monarque perse lui-même. Ce n'était plus seulement une lutte pour des territoires, mais une confrontation de civilisations visant à définir qui dominerait le monde antique. Le choix du terrain à Issos constitua un tournant et l'un des éléments centraux pour comprendre pourquoi cette bataille changea à jamais l'équilibre entre Macédoine et Perse. La zone de rencontre était un couloir géographique étroit, encadré d'un côté par une chaîne de montagnes formant une muraille naturelle, et de l'autre par les eaux de la mer Méditerranée. Cet espace réduit annulait l'avantage majeur des Perses, la possibilité de déployer des lignes sur plusieurs kilomètres et d'encercler l'ennemi. Contrairement aux vastes plaines où le nombre pouvait décider d'un affrontement, Issos offrait un champ restreint, parfait pour une armée plus petite, mais plus disciplinée. En voulant surprendre Alexandre, Darius s'était enchevêtré dans un terrain qui favorisait celui qu'il espérait écraser. Ses troupes, immenses, peinaient à se manœuvrer dans un espace si limité. Une large partie de son armée resta inutilisée à l'arrière, tandis que seule une fraction pouvait se placer correctement pour combattre. La cavalerie perse, habituellement redoutée, perdit également son efficacité, faute d'espace pour lancer des charges décisives. C'était comme si le paysage lui-même conspirait en faveur d'Alexandre. La formation macédonienne, plus réduite mais disciplinée, trouva là un environnement idéal. Alexandre, maître dans l'art de lire le terrain, exploita chaque mètre disponible. La phalange macédonienne, avec ses longues sarrîs, formait un mur compact capable de repousser les assauts frontaux, tandis que la cavalerie, placée sur les flancs, attendait le moment opportun pour frapper les points faibles adverses. Cette organisation rigoureuse était possible grâce à l'entraînement des Macédoniens, habitués à s'adapter aux terrains hostiles et à obéir aux ordres avec rapidité.
Dans l'étroite plaine d'Issos, cette cohésion se transforma en arme invisible, plus puissante que n'importe quelle supériorité numérique. Un autre facteur fut la présence du fleuve Pinaros, traversant la plaine. Peu profond et étroit, il représentait néanmoins un obstacle naturel ralentissant l'avance perse et offrit à Alexandre la possibilité de l'utiliser comme ligne défensive temporaire. Les Macédoniens se placèrent de manière à exploiter cet obstacle, forçant les Perses à franchir l'eau dans des conditions pénibles. Dans le même temps, Alexandre concentra son attention sur l'aile droite, qu'il comptait diriger lui-même dans une charge décisive. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'un détail géographique devint la clé de la bataille. Darius, avec toute sa puissance, se trouva piégé dans un espace restreint. Alexandre, avec bien moins d'hommes, transforma cette contrainte en avantage. Chaque montagne, chaque parcelle de terre et même la mer devinrent des alliés silencieux au service de la clairvoyance du jeune conquérant. Le décor semblait préparé pour exalter la discipline et le courage macédonien, tout en étouffant l'arrogance et les nombres de l'armée perse. Au matin de la bataille d'Issos, Alexandre se plaça devant ses commandants et exposa un plan qui resterait comme l'un des plus grands exemples de génie militaire de l'Antiquité. Conscient d'affronter un ennemi numériquement supérieur, il savait que sa seule chance résidait dans la désorganisation de la ligne perse et dans une attaque directe contre le centre où se tenait Darius III. L'objectif exigeait un mouvement rapide, précis et parfaitement coordonné, capable de transformer une armée plus petite en une force irrésistible. Observant le terrain et les rives du fleuve Pinaros, Alexandre décida d'utiliser chaque centimètre de la plaine étroite pour neutraliser l'arme principale de Darius, le nombre. Le plan reposait sur 3 éléments essentiels. D'abord, la phalange macédonienne constituerait l'épine dorsale de toute la défense. Armées de longues lances appelées saris, ces formations formeraient une barrière presque impénétrable pour contenir la ligne perse et empêcher toute percée du centre. Ensuite, les troupes auxiliaires et les mercenaires grecs défendraient l'aile gauche, destinée à subir la pression la plus lourde du gros des forces perses. Enfin, et surtout, Alexandre se placerait personnellement à l'aile droite, dirigeant la cavalerie macédonienne et sa garde d'élite dans une charge foudroyante visant directement Darius. Il ne voulait pas seulement vaincre, mais frapper au cœur de l'esprit du roi perse et provoquer l'effondrement psychologique de toute son armée. La disposition des troupes macédoniennes reflétait le calcul froid et l'audace d'Alexandre. Il resserra ses lignes, éliminant tout espace exploitable par l'ennemi, et fit des ajustements de dernière minute pour épouser les irrégularités du terrain. Sa confiance était telle qu'il choisit de diriger lui-même la manœuvre la plus risquée, se plaçant là où la lutte serait la plus acharnée. Pour lui, commander signifiait combattre en première ligne, un comportement qui galvanisait ses hommes et troublait les adversaires, peu habitués à voir un roi risquer sa vie ainsi. Du côté perse, Darius déploya cavalerie et infanterie sur une large étendue, pensant pouvoir envelopper les Macédoniens. Mais l'étroitesse du terrain força une partie de son armée à rester en arrière, incapable de participer dès les premiers instants. C'était exactement la situation qu'Alexandre attendait. Au son des trompettes, la phalange avança lentement, avec une discipline mécanique, formant un mur de lances implacable qui absorba l'impact initial. Sur l'aile droite, Alexandre patientait, prêt à lancer sa charge dévastatrice. La force de sa tactique résidait autant dans le positionnement des troupes que dans l'impact psychologique recherché. Il savait que briser la ligne au point où se trouvait Darius provoquerait sa fuite et, avec elle, l'effondrement général de l'armée perse. Ce plan audacieux, que beaucoup auraient jugé suicidaire, reposait sur une synchronisation parfaite entre la défense centrale et la vitesse foudroyante du flanc. Le champ de bataille devenait un échiquier, où Alexandre avait anticipé chaque coup avec une clarté que Darius n'aurait jamais imaginée. Lorsque les armées se préparèrent et que la poussière s'éleva, la stratégie commença à se déployer. La discipline et la précision avec lesquelles le jeune roi exécuterait son plan allaient prouver au monde qu'une petite armée pouvait terrasser un empire gigantesque. Issos allait devenir une leçon de guerre. Le champ d'Issos s'emplit d'un silence lourd, tandis que les forces s'approchaient, jusqu'à ce que les tambours perses et les trompettes macédoniennes percent l'air et marquent le début de l'affrontement. L'infanterie perse, déployée le long du couloir étroit, avança la première,
sûr que son poids numérique écraserait vite les Macédoniens. La poussière soulevée par les pas de milliers de soldats forma un écran opaque, brouillant la vue et étouffant les sons, mais rien ne pouvait masquer l'ampleur du choc imminent. Les archers perses décochèrent une pluie de flèches, assombrissant le ciel avant même le contact. La phalange macédonienne, avançant d'un pas régulier, se protégea derrière ses immenses boucliers, brandissant ses sarisses comme une forêt de lances surgissant de la brume. Chaque soldat connaissait sa place, construisant une ligne implacable, engrenage parfait d'une seule machine. L'impact fut brutal, résonnant comme un tonnerre. Les Perses pressèrent avec violence, cherchant à rompre le centre, et durant un instant, la victoire sembla leur appartenir, tant leur masse paraissait irrésistible. Les hommes combattaient épaule contre épaule, les lances et les épées s'entrechoquant dans une cadence frénétique. Mais c'est précisément dans cette pression extrême que la discipline macédonienne révéla sa supériorité. Chaque pas gagné par les Perses était aussitôt repris par la phalange, qui répliquait avec méthode, transformant de petites brèches en pièges mortels. L'organisation d'Alexandre empêchait le chaos de s'installer, tandis que la diversité et la confusion perse commençaient à peser. Sur l'aile gauche, les contingents grecs alliés durent contenir les assauts violents de la cavalerie perse, qui tenta d'ouvrir une brèche pour envelopper l'armée macédonienne. Ce fut l'un des moments les plus périlleux. Les Perses faillirent percer. Pourtant, sous une pression énorme, les troupes résistèrent, maintenant la ligne jusqu'à ce que la manœuvre d'Alexandre renverse la situation. Le combat se propagea dans l'étroit couloir, chaque parcelle de terrain étant disputée avec acharnement. Au centre, l'affrontement restait intense, mais peu à peu la discipline macédonienne prit le dessus. La masse perse perdait son efficacité, les rangs arrière ne pouvant avancer faute d'espace. Le nombre se transforma en désordre, les soldats de tête étant compressés, incapables de manier leurs armes. Cet engorgement ralentit l'offensive et créa les ouvertures qu'Alexandre guettait. Alors, sur l'aile droite, il comprit que l'instant décisif approchait. À la tête de sa cavalerie d'élite, il attendait le moment où la bataille basculerait du chaos à l'opportunité. Dans la poussière qui obscurcissait le champ, les cris des combattants et le fracas du métal résonnaient comme un rugissement continu. La bataille avait commencé, mais le coup décisif n'était pas encore porté. Alexandre fixait les yeux sur la position de Darius, sachant que chaque seconde de résistance du centre l'approchait de sa charge fatale. C'était le calme avant la tempête qui allait transformer le destin du jour. Au plus fort du combat, alors que le centre de la bataille était déjà englouti dans un tourbillon de chaos et que la poussière rendait difficile de distinguer alliés d'ennemis, Alexandre, monté sur Bucéphale, s'élança à la tête de sa cavalerie d'élite et lança la manœuvre qui entrerait dans l'histoire comme le coup le plus audacieux et décisif de la bataille d'Issos. Il avait attendu avec patience que le centre macédonien supporte la pression et que la ligne perse perde de sa vigueur. Dès qu'il perçut l'affaiblissement des premières rangées, il rassembla ses hommes, pointa sa lance vers la position de Darius III et donna l'ordre de charger. La percée fut rapide, violente et précise, s'élançant comme une flèche vers le cœur de l'armée perse. C'était une manœuvre d'un risque extrême. En cas d'échec, Alexandre se serait retrouvé isolé au milieu de milliers d'ennemis. Mais le jeune roi comptait sur la vitesse et sur l'effet psychologique d'une attaque directe contre le monarque en personne. La charge commença sur l'aile droite, où la cavalerie macédonienne était formée en un bloc compact. Les cavaliers s'élancèrent à toute allure, dessinant une pointe qui fendit les rangs perses, les brisant comme si le champ de bataille se divisait en deux. Les Macédoniens frappèrent d'abord avec leurs longues lances, puis poursuivaient avec des épées courtes, ouvrant un corridor de destruction. Alexandre, à l'avant, guidait chaque mouvement avec une énergie presque surhumaine. La poussière soulevée par les sabots se mêlait aux cris de guerre, formant une scène de violence ordonnée. Pendant ce temps, la phalange au centre continuait d'avancer, repoussant les Perses et divisant encore davantage leur pression, créant un désordre croissant. Cet assaut direct contre Darius III eut un effet dévastateur. Le roi perse, voyant la cavalerie ennemie fondre sur lui, comprit que sa position devenait vulnérable. Pendant un instant, deux mondes se firent face. D'un côté, un jeune roi prêt à vaincre ou à mourir. De l'autre, le maître du plus vaste empire terrestre réalisant que le mur d'hommes autour de lui ne suffirait plus à le protéger. La vision de la charge macédonienne ébranla la confiance de Darius. Craignant l'encerclement,
Il fit pivoter son char et prit la fuite, cherchant à sauver sa vie. Ce geste, bien que compréhensible, entraîna immédiatement des conséquences fatales pour la cohésion de son armée. La fuite du roi provoqua un vent de panique instantané. Des soldats jusque-là combatifs commencèrent à reculer, persuadés que tout était perdu. Voir Darius abandonner le champ de bataille brisa la discipline restante et engendra la débandade. Certains jetèrent leurs armes et prirent la fuite, d'autres cherchèrent à s'échapper vers la côte ou les passages montagneux. En quelques minutes, une armée gigantesque se désintégra face à un ennemi bien plus réduit. Alexandre, constatant l'effondrement, pressa encore l'attaque, empêchant toute réorganisation perse. La victoire, dès lors, était assurée. La manœuvre de cavalerie ne se contenta pas de décider l'issue du combat. Elle révéla au monde l'audace et le génie militaire d'Alexandre. Il n'avait pas cherché à gagner par épuisement, mais en frappant directement le point vital, le moral ennemi. En forçant Darius à fuir, il transforma la bataille en effondrement total. Cette stratégie resterait étudiée pendant des siècles comme un exemple parfait de la manière dont courage, discipline et rapidité pouvaient renverser un empire. Lorsque Darius III tourna son char pour fuir, l'impact psychologique sur ses soldats fut aussi destructeur que la charge macédonienne elle-même. L'armée la plus puissante du monde s'effondra sous les yeux d'Alexandre. Dès cet instant, l'affrontement cessa d'être une bataille pour devenir une chasse. Pris de panique, les Perses tentèrent de fuir de toutes parts, certains vers les montagnes, d'autres vers la côte, beaucoup abandonnant leurs armes et leurs boucliers dans la boue pour sauver leur vie. Le terrain étroit d'Issos, qui avait auparavant limité la force perse, se transforma alors en piège mortel. Des milliers moururent écrasés dans la confusion de la retraite. En quittant le champ de bataille, Darius abandonna derrière lui non seulement des trésors, mais quelque chose de bien plus précieux, sa propre famille. Sa mère, son épouse et ses filles furent capturées par les troupes d'Alexandre dans un épisode qui stupéfia même les Macédoniens. L'épouse du roi, réputée l'une des plus belles femmes d'Asie, fut faite prisonnière avec les princesses, toutes terrorisées par leur sort incertain. Ce qui aurait pu tourner au drame révéla un autre visage d'Alexandre. Il traita la famille royale avec un respect exemplaire, veillant à ce qu'aucune ne soit offensée ou humiliée, leur garantissant un cadre digne de leur rang. Ce geste inattendu se répandit comme la preuve de sa grandeur et gagna l'admiration de nombreux ennemis. La capture de la famille royale eut une valeur symbolique immense. Le roi de Perse, l'homme le plus puissant de l'Orient, non seulement avait perdu une bataille, mais avait abandonné ceux qu'il devait le plus protéger. Cet abandon ruina une part de sa crédibilité et montra à tous qu'il n'était pas à la hauteur face à Alexandre. La nouvelle circula rapidement, et la honte fut aussi lourde que la défaite militaire. Dans le même temps, cet événement renforça l'image d'Alexandre comme un souverain juste et magnanime, capable de clémence au milieu de la guerre. Outre les personnes, un immense trésor tomba aux mains des Macédoniens. De l'or, de l'argent, des armes, des chars, des vivres et des objets de luxe furent saisis dans le camp perse. Ces richesses consolidèrent la campagne d'Alexandre, assurant les moyens de poursuivre sans dépendre des ressources de Macédoine. Mais plus encore que l'abondance matérielle, Issos apporta un prestige immense. La confiance absolue des Perses en leur invincibilité avait été détruite en un seul jour, et désormais chacun savait qu'une nouvelle puissance s'élevait. Tandis que la famille royale était conduite sous protection et que les prisonniers étaient recensés, Alexandre ne célébra pas avec excès. Son esprit se tournait déjà vers l'avenir. Darius avait survécu, et tant qu'il vivrait, l'empire perse pouvait encore se relever. Mais ce jour-là, l'équilibre du monde avait changé pour toujours. La Macédoine, jadis périphérique, avait défié et vaincu la plus grande puissance de la terre. Tout cela parce qu'un homme avait osé croire que les batailles ne se gagnaient pas par le nombre, mais par la stratégie, le courage et la discipline. Lorsque la poussière retomba et que les bruits métalliques de la bataille cédèrent la place à un silence pesant, les champs autour d'Issos étaient couverts des signes du carnage. Des corps perses jonchèrent le sol par milliers, tandis que l'armée macédonienne, bien que victorieuse, portait aussi les marques de l'effort et du sacrifice. Les chroniqueurs anciens rapportèrent des chiffres impressionnants, des dizaines de milliers de Perses morts ou capturés, alors que les pertes macédoniennes, bien que réelles, demeuraient infimes en comparaison de l'ampleur du massacre. La supériorité numérique perse ne fut pas seulement neutralisée,
Elle se transforma en piège, écrasant ses propres soldats dans la confusion de la fuite. Le champ de bataille devint le symbole éclatant de la différence entre un corps militaire organisé et une masse reposant uniquement sur le nombre. Les pertes perses furent aussi énormes que les passages étroits empruntés pour fuir se retrouvèrent encombrés de cadavres, d'armes abandonnées et de chevaux effondrés. Beaucoup périrent, non pas sous les coups ennemis, mais en tentant désespérément d'échapper au corridor étroit coincé entre mer et montagne. Les unités d'élite perses, censées protéger Darius, se désintégrèrent aussitôt que le roi quitta le champ, et sa fuite précipitée montra que la bataille était perdue, avant même que les Macédoniens n'achèvent l'encerclement. Côté macédonien, les pertes furent bien moindres, mais chaque soldat tombé représentait une perte inestimable, car Alexandre savait qu'il ne pouvait remplacer ses hommes aussi aisément que l'Empire perse recrutait. Pourtant, la victoire insuffla un moral si élevé que toute l'armée sembla revigorée, chaque homme retrouvant des forces doublées pour poursuivre la marche. Le butin récolté assura de vastes ressources, or, argent, armes, chevaux, vivres, et surtout le contrôle de la région, offrant à Alexandre une base solide pour s'enfoncer plus avant sur les terres perses. Aussitôt la victoire acquise, Alexandre montra son talent non seulement comme stratège, mais comme chef politique. Il traita les blessés avec dignité, amis comme ennemis, renforçant l'idée que sa guerre visait les souverains perses et non leur peuple. Ce geste d'humanité rassura plusieurs cités qui, craignant autrefois des représailles, ouvrirent désormais leurs portes au jeune roi sans résistance. Issos fut ainsi plus qu'un triomphe militaire, ce fut un basculement politique majeur. Alexandre venait de prouver qu'il pouvait défier le plus vaste empire du monde et l'humilier. La conséquence immédiate fut l'ouverture de la route vers le sud, en direction de l'Égypte. Darius III, honteux et humilié, se réfugia dans l'intérieur de l'empire, abandonnant sa famille et son autorité aux yeux de ses sujets. Pendant ce temps, les Macédoniens, galvanisés par leur victoire, se préparaient à pénétrer encore plus profondément en territoire ennemi. Issos n'avait été qu'un prélude à une campagne appelée à transformer le monde antique. La victoire eut aussi des effets politiques immenses. Jusque-là, l'Empire perse incarnait une puissance dominante, si vaste et si riche qu'elle paraissait inattaquable. Mais en forçant Darius III à fuir dans un affrontement direct, Alexandre détruisit l'image d'invincibilité que les Perses entretenaient depuis des siècles. Cette rupture psychologique fragilisa les fondations de l'Empire et incita nombre de cités et de provinces perses à reconsidérer leur loyauté, jugeant plus sûr de se rendre à Alexandre que de suivre un monarque qui avait montré sa peur au moment décisif. L'effet domino ne tarda pas. Les cités phéniciennes, le long de la côte méditerranéenne, ouvrirent leurs portes, certaines volontairement, d'autres après de brèves démonstrations de force. Alexandre prit ainsi le contrôle de ports stratégiques et de forteresses essentielles pour préparer l'assaut vers le cœur perse. Dans le même temps, l'Égypte, sous domination perse depuis des années, vit dans la victoire macédonienne l'occasion de se libérer. Quand Alexandre y entra, il fut accueilli en libérateur et reconnu comme pharaon par les prêtres, consolidant une alliance qui lui apporta des ressources et un prestige religieux. Politiquement, Issos affaiblit encore la position de Darius auprès de ses satrapes et de ses alliés. Sa fuite désordonnée, abandonnant même sa famille, fut perçue comme une preuve de faiblesse et de lâcheté. Plusieurs gouverneurs locaux commencèrent à douter de sa capacité à les protéger et à négocier en secret avec Alexandre pour sauver leur avenir. La cohésion déjà fragile de l'Empire perse se fissura encore davantage après ce désastre. La victoire fit aussi d'Alexandre plus qu'un général invincible. Elle en fit une figure quasi mythique. Aux yeux des Grecs, il devenait l'héritier naturel d'une mission sacrée, venger les humiliations des guerres médiques. Pour d'autres peuples, il représentait un ordre nouveau, plus dynamique, discipliné et étonnamment respectueux des cultures locales, contrastant avec la rigidité perse. Ce prestige attira des alliés bien au-delà du monde grec et étendit son influence plus loin encore que ne l'avait rêvé Philippe. Issos marqua le moment où Alexandre cessa d'être simplement un jeune roi audacieux pour devenir une figure destinée à un rôle bien plus grand. Son nom résonna de la mer Égée aux plaines mésopotamiennes comme un avertissement. La suprématie perse touchait à sa fin. Cette victoire révéla que la guerre en cours n'était pas une simple campagne de vengeance, mais une transformation radicale de l'ordre géopolitique. À partir de ce jour, les deux empires étaient voués à une collision totale, et le pouvoir d'Alexandre ne ferait que croître.
L'héritage militaire de la bataille d'Issos traversa les siècles comme un exemple éclatant de la manière dont intelligence, courage et discipline pouvaient surmonter des désavantages en apparence insurmontables. Depuis l'instant où Alexandre choisit de ne pas reculer face à une armée immensément plus nombreuse, jusqu'à l'exécution parfaite d'un plan combinant résistance au centre et attaque foudroyante sur le flanc, Issos devint un objet d'étude incontournable pour toutes les générations de stratèges. La première leçon qu'elle légua à l'histoire fut celle du choix du terrain. Une plaine étroite, bordée par la mer et les montagnes, transforma un affrontement inégal en un combat équilibré. Cet espace confina les Perses et offrit aux Macédoniens la possibilité de combattre comme une seule force cohérente. Un autre point décisif de l'héritage d'Issos résida dans l'usage que fit Alexandre de sa cavalerie. Au lieu de la considérer comme une force auxiliaire, il en fit l'arme maîtresse du coup décisif. La manœuvre qu'il mena personnellement sur l'aile droite, projetant ses cavaliers en formation de pointe contre le point le plus vital de l'ennemi, fut un acte d'audace inégalé. Cette stratégie montra au monde qu'une offensive concentrée, lorsqu'elle est exécutée avec vitesse et précision, pouvait briser une armée infiniment plus vaste. Elle transmit aussi l'idée que le rôle du chef n'était pas d'ordonner à distance, mais d'inspirer en personne, présence psychologique aussi puissante que la tactique elle-même. La discipline de l'armée macédonienne, entraînée pour agir comme une machine unique, fournit une autre grande leçon, l'importance de la préparation et de la coordination. Tandis que les rangs perses, composés de soldats venus de cultures et de langues diverses, s'effondraient dans la confusion. Les Macédoniens conservaient chaque formation intacte, avançant méthodiquement malgré les flèches et les assauts répétés. Cette organisation permit à une armée bien plus réduite de résister jusqu'au moment de la manœuvre finale. Issos devint ainsi synonyme de la victoire de la qualité sur la quantité. Après la bataille, les tactiques d'Alexandre furent étudiées pendant des siècles et citées par des généraux tels que Jules César, Napoléon Bonaparte et bien d'autres, qui comprirent la valeur de l'effet de surprise, du choix intelligent du champ de bataille et de l'attaque rapide sur le point vulnérable de l'ennemi. Issos laissa aussi une leçon politique essentielle. Une victoire ne consiste pas seulement à tuer des soldats, mais à briser la confiance et le moral de l'adversaire. En contraignant Darius à fuir, Alexandre détruisit l'esprit de résistance perse avant même de conquérir l'Empire. Encore aujourd'hui, les spécialistes de la guerre voient Issos comme un tournant de l'histoire militaire. Elle représente la victoire de la stratégie sur la force brute et du commandement inspirant sur la direction distante et bureaucratique. Chaque détail, depuis la position des troupes jusqu'à la vitesse de l'attaque, continue d'être enseigné comme un modèle de planification impeccable. Sur ce champ étroit, Alexandre prouva que le génie pouvait être plus puissant que la multitude. Mais la bataille d'Issos ne se limita pas à son poids militaire et politique. Elle laissa une empreinte profonde dans la culture et la mémoire du monde antique. Les chroniqueurs contemporains décrivirent ces détails avec passion, et les artistes la célébrèrent dans mosaïques, fresques et récits. Le fameux mosaïque de Pompéi, découvert dans la Maison du Faune, demeure l'une des représentations les plus célèbres de tous les temps. On y voit Alexandre, impétueux sur Bucéphale, s'élançant contre Darius III, qui, terrorisé, détourne son char du champ de bataille. Cette œuvre devint un symbole parce qu'elle saisit l'instant précis du basculement psychologique, l'essence même d'Issos. Les historiens grecs et romains, comme Arrien, Plutarque, Diodore et Quinte Curse, consacrèrent des pages entières à ce combat, soulignant non seulement les stratégies, mais aussi la présence personnelle d'Alexandre. Ils décrivirent sa décision d'attaquer Darius directement, et la manière dont sa victoire transforma le cours de l'histoire. Ces récits, répétés au fil des siècles, construisirent l'image quasi mythique du jeune roi, et firent d'Issos une légende dépassant les frontières de l'histoire pour entrer dans l'imaginaire collectif de l'Occident. Dans la tradition artistique, Issos fut souvent représenté comme un spectacle grandiose, mettant en scène non seulement un affrontement physique, mais un choc de civilisation et de valeurs. L'iconographie soulignait le contraste entre la discipline macédonienne et l'opulence perse, entre la simplicité des armes grecques et le raffinement oriental, entre la sérénité audacieuse d'Alexandre et la peur visible de Darius. Peintres, sculpteurs et écrivains virent en cet épisode la preuve qu'un courage individuel pouvait transformer l'histoire. Au Moyen-Âge comme à la Renaissance, le nom d'Alexandre et la scène d'Issos revinrent dans chroniques et tableaux,
inspirant chefs, artistes et penseurs. Sur le plan littéraire, Issos fut décrite comme un moment où le destin du monde ancien se joua entre deux hommes. Poètes et philosophes utilisèrent cette bataille comme métaphore pour évoquer la fragilité du pouvoir, fondée sur le nombre et l'importance du caractère et de la vision stratégique. L'image du jeune roi macédonien, affrontant un empire tout entier, devint une narration épique transmise de génération en génération. Avec le temps, Issos cessa d'être un simple événement passé pour devenir le symbole que, même face à des forces écrasantes, intelligence, discipline et courage pouvaient tout changer. Cette présence culturelle assura qu'après la chute de la Macédoine comme de la Perse, Issos reste vivante dans la mémoire collective. Chaque description, chaque œuvre et chaque étude militaire la réinterpréta sous un nouvel angle. Mais toutes concordent sur un point. Issos ne fut pas seulement une bataille, elle incarna la capacité humaine de défier l'impossible et de transformer le destin du monde. Avec la victoire d'Issos, Alexandre cessa d'être seulement un jeune roi audacieux pour devenir le conquérant le plus redouté et respecté du monde antique. Le chemin qui s'ouvrait devant lui après cette bataille n'était pas simplement celui d'une campagne militaire. C'était le début de la naissance d'un empire appelé à transformer à jamais l'histoire. La défaite de Darius III affaiblit à tel point l'autorité perse que de vastes régions ouvrirent leurs portes presque sans résistance. Alexandre comprit immédiatement l'importance de cette occasion et utilisa son prestige nouvellement acquis pour avancer sans délai vers le sud, s'assurant le contrôle de ports stratégiques, de cités et de forteresses avant que l'ennemi n'ait le temps de se réorganiser. Après avoir consolidé sa position en Syrie, Alexandre marcha vers la Phénicie. Certaines cités, terrifiées par la défaite perse, se rendirent pacifiquement, tandis que d'autres, comme Tyr, opposèrent une résistance acharnée, nécessitant un long siège. La victoire d'Issos avait montré au monde que la Macédoine n'était pas une invasion passagère, et cette perception donna à chaque pas d'Alexandre une aura d'inéluctabilité. Puis le conquérant tourna ses regards vers l'Égypte, territoire soumis à la Perse depuis des siècles, qui voyait en lui une chance de se libérer. Son entrée en Égypte fut accueillie comme celle d'un libérateur. Les prêtres égyptiens le reconnurent comme pharaon, lui accordant légitimité politique et religieuse. Et c'est là qu'il fonda Alexandrie, appelée à devenir l'un des plus grands centres culturels du monde. Pendant qu'il avançait, Darius III tentait désespérément de réorganiser ses forces. Il envoya des propositions de paix, allant jusqu'à offrir des terres en échange d'une trêve, mais Alexandre refusa. Pour lui, il ne suffisait pas de gagner des batailles. Il fallait renverser totalement l'empire perse. Cette décision soulignait la différence entre son ambition et la vision limitée des autres souverains de son temps. Il ne cherchait pas seulement des frontières sûres ou des richesses temporaires. Il voulait unifier le monde connu sous son autorité. Issos n'avait été que la première grande démonstration de ce dessein, et chaque pas ultérieur fut guidé par la même audace. Le triomphe d'Issos consolida aussi dans l'armée macédonienne une confiance absolue envers son chef. Les soldats voyaient en Alexandre un roi qui ne les abandonnait jamais et qui partageait leurs risques. Ce lien forgea une loyauté indestructible, transformant une troupe relativement réduite en machine de guerre invincible. Le prestige de cette victoire se répandit dans les terres conquises, et des peuples entiers prêtèrent serment de fidélité, persuadés que résister était inutile. La campagne prit une dimension presque mystique. Alexandre n'était plus seulement un général, il paraissait guidé par le destin. À partir d'Issos, l'histoire cessa d'être divisée entre Perse et Grèce. Quelque chose de nouveau naquit, le monde hellénistique, où la culture grecque se mêla aux traditions orientales, créant un héritage qui perdurerait des siècles. Tout commença dans ce couloir étroit entre mer et montagne, où une armée disciplinée et réduite osa défier un empire gigantesque et l'emporta. Issos ne fut pas la fin d'une bataille, mais le commencement d'une ère. La bataille d'Issos demeure dans l'histoire comme l'un de ces instants rares où deux mondes se heurtent et où de ce choc naît une réalité nouvelle. Sur cette mince bande de terre entre mer et montagne, en une journée de l'an 333 avant notre ère, la confiance millénaire de l'Empire perse affronta l'audace et le génie militaire d'un jeune Macédonien prêt à défier l'impossible. Issos ne fut pas seulement un affrontement entre deux armées, ce fut une lutte pour l'avenir, la définition de la culture qui façonnerait les générations à venir et la réorganisation de l'équilibre des puissances du monde antique.
La victoire d'Alexandre transforma le cours de l'histoire en quelques heures, démontrant que courage et stratégie pouvaient abattre des murailles réputées infranchissables. Cette bataille marqua la chute symbolique de l'invincibilité perse. En forçant la fuite de Darius III et en capturant sa famille, Alexandre brisa le prestige du plus vaste empire terrestre et prouva qu'un royaume plus petit, uni par la discipline et l'intelligence, pouvait l'emporter contre des forces colossales. Dans le même temps, Issos inaugura une nouvelle conception du commandement. Un chef ne se cachant pas derrière ses troupes, mais menant depuis la première ligne et inspirant ses hommes par l'exemple. L'image du jeune roi brandissant sa lance et guidant sa cavalerie dans un assaut frontal contre le centre ennemi resta comme un symbole éternel que les batailles ne se gagnent pas par le nombre, mais par la vision et l'action. Les conséquences d'Issos dépassèrent le domaine militaire. Alexandre ouvrit les portes à l'expansion hellénistique, portant la langue, la culture et les idées grecques jusqu'à des contrées qui n'avaient jamais entendu parler de la Macédoine. Cette rencontre violente et transformative entre l'Occident et l'Orient créa un héritage qui marqua les cités, les arts, les sciences et les gouvernements pendant des siècles. En unissant des mondes si différents, Alexandre devint plus qu'un conquérant. Il devint un point de bascule dans l'histoire de la civilisation. Issos nous rappelle encore aujourd'hui que l'histoire se construit à travers des instants où des décisions rapides et audacieuses changent le destin de peuples entiers. Ce jour-là, où l'avenir d'un empire s'effondra et où un autre commença à émerger, demeure l'une des preuves les plus éclatantes que la grandeur ne se mesure pas au nombre d'hommes, mais à la clarté de la vision et à la capacité d'agir au moment exact. Des cendres de ce champ de bataille, Alexandre le Grand commença à bâtir non seulement un empire, mais une ère. Issos fut, en son essence, le point où deux mondes se rencontrèrent, s'affrontèrent, et de ce choc fit naître un monde nouveau.